à développer votre engagement politique. Alors, donc moi je suis Émilie Cariou, députée de la Meuse, donc je suis coprésidente des Nouveaux Démocrates et à l'Assemblée nationale je suis membre de la Commission des Finances et j'ai exercé des responsabilités au sein de cette commission. J'ai été vice-présidente de la Commission des Finances et auparavant j'ai une longue carrière dans l'administration fiscale où j'ai vérifié des multinationales pendant plusieurs années. Ensuite j'ai fait de la législation fiscale. Et en fait, toutes ces années d'expérience m'ont conduit à me rendre compte qu'on avait un grave problème de répartition de l'effort fiscal en France, en Europe et mondialement également. Et c'est pourquoi j'ai participé à tous les travaux en cours encore aujourd'hui sur les sujets de lutte contre l'optimisation fiscale des multinationales. Et ça a été l'objet de mon premier engagement politique au départ en 2011, aux côtés d'Arnaud Montebourg, sur les sujets de démondialisation, ce qu'on appelle maintenant la réindustrialisation, et où j'ai travaillé avec lui sur les sujets de lutte contre l'optimisation fiscale, qui sont aussi des moteurs de cette mondialisation et de ces délocalisations qui ont créé du chômage de masse. Donc ça, c'est ça qui m'a poussée en politique il y a une bonne dizaine d'années. Et puis après, j'ai participé au gouvernement Hollande en tant que conseillère de plusieurs ministres. Et ensuite, je me suis engagée moi-même en politique. Je me suis présentée aux législatives en 2017 où j'ai été élue députée. Très bien. Aurélien. Alors moi je suis Aurélien Taché, je suis député du Val d'Oise. J'ai longtemps participé aux travaux de la commission des affaires sociales, puis pour des raisons techniques j'ai dû quitter cette commission. Mais effectivement ce qui m'a poussé à m'engager en politique assez jeune, parce que je me suis engagé au moment de mes études finalement. Moi j'ai repris des études vers l'âge de 20 ans, après un parcours plutôt de décrochage scolaire, comme on dit aujourd'hui. Et à ce moment-là, j'ai repris des études de droit après une capacité en droit et je me suis engagé dans le syndicalisme étudiant parce que j'avais envie effectivement de faire bouger les lignes sur les questions de justice sociale, sur les questions d'exclusion, sur les questions de racisme aussi, et tout ça étant bien sûr intimement lié. Et donc après avoir terminé mes études, j'ai travaillé pour des élus. Et je me suis notamment retrouvé conseiller de deux ministres, Sylvia Pinel quand elle était ministre du Logement, puis Emmanuel Cos qui lui a succédé, et où je m'occupais d'hébergement des sans-abri et je m'occupais aussi d'accès au logement, mais surtout à cette époque ce qui faisait qu'on avait beaucoup d'activités dans le secteur où j'étais, c'est qu'il y avait tous les réfugiés qui arrivaient de Syrie, de la Corne de l'Afrique, de tout un tas de pays qui connaissent aujourd'hui des drames terribles, et que donc il a fallu travailler sur leur logement, leur insertion. Et ensuite, donc, j'ai été élu parlementaire dans le Val d'Oise et j'ai fait un rapport parlementaire notamment sur ces questions. Alors, vous soutenez d'abord tous les deux Emmanuel Macron, et puis catastrophe, vous quittez, ou pas, catastrophe, vous quittez La République En Marche. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a d'abord attiré dans ce parti, dans la logique de ce parti, et quel a été ensuite le déclic de vos départs. On va commencer peut-être par Émilie. Alors, il faut se souvenir qu'en 2017, Emmanuel Macron, il portait un message très progressiste. Il portait un message de lutte contre les injustices et contre les discriminations. Il voulait émanciper le peuple français. Et donc, à cette époque, même au sein du Parti socialiste, il faut se souvenir qu'on avait des tendances quand même assez fortes, notamment le printemps républicain, qui avait un discours que nous, on estime assez discriminant. Et Emmanuel Macron portait une ouverture qui, après, finalement, ne s'est pas vraiment traduit dans les faits. Et même, on peut dire que c'est sur ces sujets-là qu'il a vraiment beaucoup déçu. Donc, on n'est pas parti du jour au lendemain de ce parti et de ce groupe parlementaire. On a travaillé au sein de la majorité pendant plusieurs années. Pendant quasiment 3 ans, activement, à tirer la ligne du en même temps, le fameux équilibre entre le libérer et protéger. Je dirais que nous, on portait la ligne protectrice au sein de ce parti, alors que ce soit moi sur mes sujets économiques et fiscaux, notamment moi j'ai beaucoup œuvré à l'ouverture du verrou de Bercy, qui était une anomalie dans notre droit français qui faisait que les plaintes pour fraude fiscale ne pouvaient être portées que par le ministre du Budget. Ça, ce sont des avancées très significatives pour la lutte contre la fraude fiscale, par exemple. J'ai porté aussi, suite au mouvement des Gilets jaunes, un projet de loi de finances de redistribution auprès des classes populaires et des classes moyennes. Voilà, donc tous ces sujets-là, on les a portés. Cela étant, au même moment, on a la réforme des retraites qui est arrivée, sur laquelle moi, je me suis beaucoup, je me suis opposée à la ligne du gouvernement parce qu'elle affaiblissait les droits de millions de salariés en France,
sans le dire, sans chiffrage, sans projection. Et donc c'est là que moi j'ai vraiment eu une rupture très très forte, sachant que par ailleurs, sur les sujets sur lesquels Aurélien, lui, était plus investi que moi, mais malgré tout, sur lesquels moi aussi je m'étais positionnée, on avait de gros désaccords, notamment sur la loi anti-casseurs, les lois Collomb. Et puis, à la suite de ça, je dirais que ces sujets-là se sont aggravés. Oui, c'est exactement ce que vient de dire Émilie. On a au départ vraiment essayé, chacun dans nos sujets de prédilection, finalement, d'incarner cette ligne politique qui était le progressisme. En tout cas, c'est ce que Emmanuel Macron nous avait tous promis, parce que moi je crois que la politique c'est d'abord des valeurs, c'est d'abord un projet de société, et puis après il faut le décliner sur les différents sujets. Et donc moi par exemple je disais que j'avais travaillé sur la question de l'intégration des réfugiés, mais le rapport parlementaire que j'ai remis qui contenait 72 propositions, qui avait été assez salué à l'époque, finalement très peu de choses en est resté. En revanche il y a eu une loi qui est venue durcir considérablement les droits des demandeurs d'asile. J'ai dit que j'avais fait le choix de l'engagement politique pour lutter contre l'exclusion, mais c'est aussi pour lutter pour les libertés, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Effectivement, la loi Casseurs, moi, ça a été la première fois que je n'ai pas voté pour une loi proposée par le gouvernement, alors qu'on était encore dans la majorité. Donc tout ça, effectivement, comme Émilie l'a rappelé, a été progressif. Et puis, il y a eu ensuite, sur ces questions-là, un revirement complet, avec un Emmanuel Macron qui, en septembre 2019, explique clairement que l'immigration est un problème pour les classes populaires, ce qui pour moi a constitué un point de rupture et un point de non-retour. Je suis élu à Cergy, j'ai grandi dans un milieu populaire rural, mes copains s'appelaient Karim, Mamadou, Jérôme, c'était pas un problème pour nous du tout. Je crois que je connais les catégories populaires un tout petit peu mieux que M. Macron. Et donc, c'est effectivement sur ce point qu'il y a eu un point de rupture majeur pour moi. Et c'est vrai que même si c'était des sujets sur lesquels, pour le coup, c'est moi qui étais moins investi, les questions de redistribution des richesses, les questions de réforme des retraites et autres, j'ai trouvé aussi que ce qui a été fait était complètement injuste sur le plan social. On n'avait jamais dit aux Français qu'on leur demanderait de travailler plus longtemps. On n'avait jamais dit qu'on aurait une politique qui serait entièrement tournée vers les multinationales. Et tout ça a aussi constitué pour moi un ensemble qui a fait qu'on a fini par partir avec Émilie et quelques autres, d'abord pour créer un autre groupe parlementaire, puis pour créer les Nouveaux Démocrates ensemble et avec d'autres députés. Donc, si on résume, est-ce que le parti politique des Nouveaux Démocrates a été un parti politique créé en réaction à un discours politique de plus en plus sécuritaire? Émilie, peut-être. Alors, d'une part, oui, nous avons ressenti le besoin de créer un mouvement politique pour incarner en fait les luttes que nous on veut porter très fort. Alors notamment la lutte contre les discriminations, la lutte pour les droits, pour la défense d'un certain nombre de libertés fondamentales qui effectivement aujourd'hui sont menacées par ces lois sécuritaires, et puis la nécessité aussi de porter très fort l'impératif de justice sociale qui était en train d'être complètement mis de côté par l'exécutif. Alors, le parti, on l'a fondé avec des personnalités qui avaient fait partie de La République En Marche et qui souvent venaient de la gauche et qui, à un moment donné, avaient porté ce mouvement progressiste, mais pas uniquement. On a des gens qui n'ont jamais collaboré avec La République En Marche et qui nous rejoignent parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans des discours, des autres partis de gauche ou des partis écologistes, sachant qu'on fait bien évidemment partie de cette grande famille politique. Nous, ce qu'on a mis au cœur de notre programme, c'est les revendications de nos concitoyens, c'est-à-dire qu'on donne la parole à toute une série de collectifs qui sont en lutte, qui aujourd'hui même parlent en marge des mouvements syndicaux, par exemple. Donc on discute avec des mouvements socio-professionnels qui aujourd'hui ne sont plus écoutés, y compris par le monde syndical, et on porte très très fort leurs revendications. Donc c'est évidemment la spécificité que nous on veut porter, c'est qu'on est en lien avec les réseaux associatifs, des réseaux de jeunes, des gens qui sont engagés dans la société civile, et ces réseaux qui incarnent aujourd'hui des urgences dans un certain nombre de métiers. Je pense notamment aux métiers de la santé, mais pas uniquement. On est en lien aussi avec des syndicats de policiers qui ne sont pas forcément sur la ligne aujourd'hui qui est portée massivement par les syndicats qui ont pignon sur rue. Et on porte en fait les vraies revendications qui sont reconnaissez que les conditions de travail aujourd'hui, elles ne rendent plus possible l'accomplissement des missions, notamment du service public, dans de bonnes conditions. Reconnaissez qu'il y a des discriminations en France et que tant qu'il y aura des discriminations, on ne luttera pas contre des phénomènes communautaires qui peuvent dériver vers d'autres extrêmes. Et donc nous, on pense qu'il faut d'abord traiter les problèmes de fond avant de stigmatiser les gens. C'est exactement ça.
J'essayais de résumer sur le fond. Moi, je dirais qu'on se bat pour les droits humains et que donc les droits humains, c'est les libertés. Et donc, c'est pas la dérive sécuritaire auquel on assiste aujourd'hui qui fait que de moins en moins, on va avoir le droit de s'associer, de s'exprimer, de manifester, de finalement pouvoir continuer, oui, à vivre dans une démocratie où l'État ne contrôle pas l'entièreté de nos vies, l'État ou d'ailleurs certaines entreprises privées, mais c'est si on trouve que c'est une difficulté, parce que parfois j'entends, vous savez, mais de toute façon, on est déjà tous contrôlés par... oui, mais enfin, nous, on n'accepte pas plus d'être contrôlés par les GAFAM que par l'État. On ne veut pas être contrôlés par des entités qui, finalement, n'ont pas de compte à rendre aux citoyens, ou quand c'est l'État, il doit le faire tout en respectant un certain nombre de libertés, donc ça, c'est très clair. Mais les droits humains, c'est pas que ça. Les droits humains, c'est aussi le droit à vivre dans la dignité, c'est aussi le droit à avoir un logement, c'est aussi le droit à avoir un travail, et tout ça, ça suppose qu'on régule l'économie, ça suppose qu'on fasse des choix politiques et fiscaux qui permettent de faire que ces droits deviennent une réalité pour tous les Français, de toutes les catégories sociales et au sein des catégories populaires, quelle que soit leur origine aussi. Et donc c'est vraiment ça notre combat. Et ce qu'on constate, parce que peut-être que vous allez nous poser la question, je ne sais pas, mais pourquoi pas rejoindre un autre parti politique qui existe déjà et qui pourrait peut-être dire un peu ce qu'on dit? Alors, je n'avais pas du tout posé la question, mais tant qu'on y est, pour le coup, vous pouvez y répondre. Parce que c'est ce qu'a dit Émilie, en réalité. Il y en a beaucoup des gens qui ont ces revendications-là et qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas représentés dans les partis politiques classiques, dans les syndicats classiques. Et le jeu démocratique français aujourd'hui fonctionne d'une telle manière que quand vous n'êtes pas dans des organisations qui parfois peuvent aussi finalement être, ne pas rassembler tous les Français et tous ceux notamment qu'Émilie évoquait tout à l'heure, mais aussi des jeunes qui peuvent être moins intéressés par les partis et syndicats classiques, mais aussi ceux qui vivent dans les quartiers populaires ou autres, eh bien finalement, il faut qu'ils puissent venir dans un mouvement où ils se sentiront à l'aise, où ils se sentiront écoutés, représentés, où leurs revendications seront comprises et qui s'engagent à construire avec eux finalement un projet politique. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce mouvement-là, qu'on n'a pas fait le choix de rejoindre un parti qui existait déjà, parce que, encore une fois, quand vous regardez un petit peu le nombre de gens qui votent en France aujourd'hui, et quand vous regardez le score d'un certain nombre de partis avec lesquels on a des amitiés, des affinités, avec lesquels on travaille, on se dit qu'il y a du travail à faire pour continuer à élargir finalement cette famille politique et à faire que tous ceux qui aujourd'hui doutent d'elle, je parle de la gauche bien sûr, puissent la rejoindre. Alors, un parti politique, c'est une grande bibliothèque. On y trouve de tout en termes de références littéraires, culturelles, musicales. J'aimerais savoir en fait quel est le processus intellectuel qui vous a conduit à créer ce parti au sens des références culturelles, peut-être philosophiques, peut-être politiques. Et ma deuxième question, en quoi souhaitez-vous renouveler l'image que les jeunes se font de la politique ? Alors, moi, il me semble que à l'origine de la gauche, des partis de gauche, du socialisme, et puis qui s'est décliné en plusieurs mouvements de gauche par la suite, il y a la profonde volonté de lutter contre les injustices sociales d'une part et contre les dominants ou les dominations qui peuvent être multiples. Hein. Il y a les dominations économiques, il y a les dominations d'origine culturelle ou autre. Et ça, pour le coup, nous, on avait l'impression que c'était complètement oublié, en tous les cas dans ce mouvement dans lequel on était parti avec Emmanuel Macron, parce que être de gauche, c'est pas uniquement faire en sorte qu'une petite minorité de gens, par exemple issus de la diversité, accèdent à l'excellence. Certes, c'est important que tout le monde accède à des postes, à responsabilité, etc. Mais il faut aussi, et c'est là qu'on a vu le grand vide, il faut que tout le monde puisse vivre dignement, quel que soit son rôle dans la société, quelle que soit sa fonction dans la société. Et ça, je dirais que c'est pas un scoop. Et les origines idéologiques de ça, c'est bien évidemment les origines des mouvements sociaux du 19e siècle et les origines du socialisme. Alors aujourd'hui, il faut le renouveler. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être dans des mouvements anticapitalistes comme autrefois? Moi, je ne le pense pas. Mais cela étant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réguler l'économie. Alors on peut renouer idéologiquement avec les politiques keynésiennes, etc. D'ailleurs, c'est ce qui se passe finalement avec ce plan de relance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une idéologie qui est finalement libérale, autoritaire.
Et cette dérive-là, elle est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que pour la première fois dans notre pays, on voit que des libertés fondamentales sont attaquées, qu'on essaie de remettre en cause la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de manifester. Heureusement, on a le Conseil constitutionnel qui joue encore son rôle de vigie, parce qu'au sein du Parlement, il n'y a pas de résistance face à ces dérives-là. Alors, c'est des dérives qui se traduisent dans des lois, mais parce qu'elles sont en train d'imprégner la société. C'est-à-dire que ces idées libérales autoritaires ont imprégné aujourd'hui toutes les sphères sociales, et puis surtout, ont vraiment porte ouverte sur tous les médias, et notamment les mass-médias audiovisuels. Ce qui fait que finalement, les gens se disent c'est pas grave de renier sur des libertés individuelles parce qu'on sera en sécurité. Nous, on pense que non, au contraire, c'est très très grave, qu'il ne faut jamais reculer sur les libertés fondamentales. Moi, je le dis de manière un peu grave. Aujourd'hui, on a le Conseil constitutionnel qui, de temps en temps, met un coup d'arrêt à cette dérive qui est idéologiquement libérale autoritaire, je le redis. Mais j'entends aussi qu'au sein de la majorité, des gens veulent remettre en cause, veulent réformer le Conseil constitutionnel. Donc ils veulent même remettre en cause les fondements de notre République, ainsi que tous les textes fondamentaux qui vont avec. Donc ça, c'est pas du tout acceptable. Donc nous, on s'inscrit dans cette lignée-là, c'est aussi la lutte pour les injustices, avec, on peut retrouver des origines idéologiques un peu libertaires si vous allez du côté des libertés individuelles. Je veux dire, moi, ce qu'on voit, c'est quand même... Sur les sujets de liberté individuelle, de progressisme en matière sociétale, on n'a pas du tout avancé finalement depuis le début de ce quinquennat. Je pense à des sujets comme la PMA, la fin de vie. Enfin, c'est des sujets où tout le monde pourrait se retrouver et on pourrait collectivement octroyer de nouveaux droits à nos concitoyens. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On n'a progressé sur aucun droit finalement. Or, moi, quand on a fondé ce parti, on a beaucoup discuté, justement, et finalement, on faisait le constat que depuis 20 ans, le mot réforme, il est synonyme de régression des droits. Nous, on ne vend pas ce projet-là politique à nos concitoyens. Nous, on considère au contraire qu'une démocratie, elle doit en permanence construire de nouveaux droits pour ses concitoyens. Tout à fait, et moi je suis aussi extrêmement inquiet de ce recul des libertés et de finalement la manière quasiment, pas invisible, mais en tout cas ça se fait de manière masquée, et comme oui, il y a un certain nombre de médias, et ceux qui sont aujourd'hui les mass-médias, les médias dominants, qui sont plutôt des relais de ces idéologies-là, oui, il y a aujourd'hui moins d'intérêt que par le passé de nos concitoyens pour ce qui se passe au Parlement et dans les institutions. Et donc, on n'a pas forcément, je pense, dans l'opinion complètement conscience de tout ce qui est en train de se jouer. Mais moi, quand j'entends, et quand Émilie dit par exemple que des parlementaires réfléchissent à réformer le constitutionnel parce que finalement, les lois qu'ils veulent faire passer sont censurées, qu'est-ce que ça veut dire quand on met concrètement sur des mots? Le Conseil constitutionnel, il juge par rapport à quoi quand il censure sur le fond? Il juge par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc en fait, ce qu'ils veulent faire, ces parlementaires, c'est mettre fin aux droits de l'homme. Il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que ce qui les gêne, c'est que le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, dit une loi est contraire aux droits de l'homme, contraire à la liberté au droit à la liberté d'expression, et contraire au droit à la sûreté, de ne pas être inquiété arbitrairement par une cour de justice, et contraire au droit de la défense, tout ça, ça a valeur constitutionnelle. Eh bien, les parlementaires disent c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas faire des lois qui s'en prennent à tous ces droits. Pourquoi on va continuer à se laisser ennuyer par ce Conseil constitutionnel? Et ça, c'est une drôle de conception de la démocratie. En fait, ce n'est pas la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas juste on vote pour des gens et ils font ce qu'ils veulent. La démocratie, c'est une société où le pouvoir est partagé, où il y a des contre-pouvoirs qui protègent vos droits fondamentaux, parce que ces droits fondamentaux doivent être assurés. Sinon, on n'est plus en démocratie. C'était, je crois, Churchill qui disait, quand on est en démocratie, on est sûr qu'à 6 h du matin, quand ça sonne à la porte, c'est le laitier. Voilà. Donc si c'est pas le laitier, si on a peur, si on est peut-être pris par des policiers qui viennent sans aucun mandat ou des gens qui... c'est que c'est plus la démocratie. Donc il faut faire très attention à ce qui est en train de se passer. Et on a de plus en plus de philosophes, de gens un peu... qui ont pignon sur rue, des gens importants, Marcel Gauchet, d'autres, qui sont en train, Jacques Julliard, des gens qui ont compagnonné avec la gauche longtemps, qui vous expliquent que finalement, l'état de droit, les droits de l'homme, tout ça, c'est bien, mais que bon, après tout, pour l'efficacité politique, on peut peut-être regarder s'il ne faut pas diminuer un petit peu tout ça. Et moi, ça m'inquiète énormément, parce que qu'est-ce que ça révèle finalement? Ça révèle quoi? Ça révèle qu'aujourd'hui, vous avez des puissants, des élites, des gens qui finalement, pour préserver leurs acquis,
parce qu'ils ont peur parfois quand ça crie un peu trop dans la rue, parce que parfois c'est désordonné, hein, les gilets jaunes c'était désordonné, il y a pu avoir de la violence et nous on la condamne évidemment, parce que parfois ça vient des quartiers populaires et pardon, ils n'ont pas tous reçu des millions de cours d'éducation civique, les jeunes des quartiers populaires et de formation au militantisme politique, donc parfois ça crie un peu, c'est désordonné. Mais c'est quoi ça? C'est le cri du peuple, c'est le cri des gens qui finalement disent nous on veut avoir le droit à la parole maintenant, on veut expliquer à ces élites qui nous représentent qu'on souffre, on veut expliquer qu'on veut avoir le droit à nos libertés et à tout un tas de choses. Et donc parce que tout d'un coup certains ont peur, parce que c'est ça la réalité, ils se disent eh bien il faut revenir sur les droits de l'homme. Ils se disent il faut revenir sur ce qui fait notre état de droit depuis longtemps, comme ça on pourra avoir un état qui mate plus facilement ceux qui manifestent un peu trop, qui contrôle plus facilement ceux qui veulent entrer dans notre pays, qui finalement peut contrôler la population et le peuple de manière à ce qu'eux ne voient pas trop leur petite vie changer. Et bien ça, nous, on ne l'accepte pas. Tu as cité Churchill, on va jouer ensemble au jeu des citations. J'aimerais savoir, avant qu'on passe à la suite de cette interview, ce que vous pensez très rapidement de cette phrase de François Mitterrand qui disait « Quand la gauche rencontre une idée, elles ont fait ensemble le tour du monde ». Qu'est-ce que vous en pensez? Historiquement, la Déclaration des droits de l'homme, elle a inspiré le monde entier. Enfin, Badinter, il disait le pays des droits de l'homme, on est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais on n'est pas vraiment le pays des droits de l'homme quand on regarde après l'État colonial, etc. Donc, il faut être modeste quand même. Donc, la France, c'est un pays qui effectivement a eu de grands penseurs qui ont influé le monde entier. Dans les faits, elle a eu un comportement impérialiste pendant des années. Et pas qu'au 19e siècle, je veux dire au 20e siècle, on a aussi un État qui reste très très dur. Et donc c'est vrai que quand la gauche a pu porter des idées et les institutionnaliser, elle a pu conquérir le monde. Moi, je pense à un sujet particulier sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est les sujets culturels, la notion d'exception culturelle et tous les mécanismes de financement de la création. C'est quelque chose qui, pour le coup, est d'inspiration très française et on a réussi à porter notre modèle au niveau européen et aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde s'en inspirent. Et ça, pour le coup, on peut dire merci en tous les cas à la politique culturelle à l'époque de François Mitterrand et de Jack Lang, qui a été très créatif dans les mécanismes de financement culturel et qui permet ce foisonnement aujourd'hui. Oui, moi je suis d'accord et j'aime beaucoup la citation de Robert Badinter que j'avais oubliée, celle que tu viens de rappeler, et je pense qu'on pourrait en faire la maxime des nouveaux démocrates quasiment, tu vois, parce que faire de la France le pays des droits d'homme et pas simplement le pays de sa déclaration, ce serait ça un beau projet politique, je trouve. Et si vraiment quelque chose doit nous résumer, moi je trouve que cette phrase est bien en tout cas. Et après, pour la question des idées et de ce que tu nous demandais sur François Mitterrand, moi, je crois que c'est ce qui fait le plus cruellement défaut à la gauche aussi aujourd'hui. C'est-à-dire de travailler sérieusement un peu la question des idées. Émilie, tu disais tout à l'heure, la politique ou la gauche, c'est pas juste un petit groupe de personnes qui prennent le pouvoir. Et en fait, la conquête du pouvoir, l'exercice de l'État, la construction de politiques publiques qui puissent être bénéficiaires au plus grand nombre, c'est très important. Mais si à un moment, ça s'ancre pas dans des représentations symboliques, si ça n'infuse pas dans la société, s'il n'y a pas des mentalités qui évoluent aussi, parce que la politique c'est aussi ça, c'est aussi le pouvoir des mots, le pouvoir des symboles, c'est aussi faire progresser les gens sur le plan individuel, sur le plan finalement essayer de les aider au maximum à s'émanciper, à ouvrir leur champ des possibles, quoi. Parce que vous savez, quand on est un gamin qui a grandi dans un endroit où finalement il n'y a pas beaucoup de copains qui vous parlent de Sciences Po, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous disent que oui, vous pouvez aller faire tel ou tel métier, que vous ne vous autorisez même pas à rêver. Donc moi je dis, c'est même pas de donner aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves, c'est simplement de leur donner la possibilité de rêver à certains, parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont accès à tout ça finalement. Donc ça c'est les idées, Et donc le combat des idées, il faut absolument le mener. La gauche l'a abandonné depuis je pense, de beaucoup trop nombreuses années. La droite, elle l'a repris. La droite et l'extrême droite, qui souvent n'avaient pas besoin d'aller dans la bataille des idées. Vous posiez la question tout à l'heure des références intellectuelles et idéologiques. Elles sont foison à gauche. Les intellectuels sont très nombreux. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas à droite, mais pendant longtemps, la droite se contentait, pour prendre le pouvoir, de jouer de sa notabilité et de sa légitimité naturelle. Simplement, ils ont commencé à comprendre qu'au bout d'un moment, nous, la gauche, on ne gagnait pas souvent les élections, mais qu'on avait réussi à mettre dans la tête des gens des tas de choses qui finalement faisaient qu'ils étaient, quand ils étaient au pouvoir, vous savez, on disait ça souvent en France, même la droite elle est obligée de gouverner à gauche, parce que les gens étaient tous culturellement, idéologiquement
acquis aux idées d'égalité, de justice sociale, etc. Ça, on l'a perdu. On l'a perdu parce qu'on a arrêté de travailler les idées. On l'a perdu parce que des gens qui sont, eux, complètement contraires à nos principes, type, je prends souvent l'exemple de cet homme très décrié qui est Patrick Buisson, mais parce que lui a été un espèce de conseiller occulte de Nicolas Sarkozy et lui a dit, voilà, il faut prendre la bataille des idées. Lui avait compris que la droite devait idéologiser les esprits. Avant, c'était Le Pen qui le faisait. Buisson s'est dit, on va prendre un peu les idées de Le Pen et on va nous les mettre dans notre famille politique qui est capable de gagner des élections et on va comme ça réussir à travailler finalement sur la mentalité des gens et à les rendre très réactionnaires sur tous les sujets. Eh bien, ils ont réussi. Ils ont réussi à faire bouger les gens. Et maintenant, c'est quand la gauche ou les progressistes sont au pouvoir qu'ils ont beaucoup de mal à gouverner avec leurs fondamentaux à eux, parce que l'opinion est devenue un peu plus rétive à ces idées-là, parce qu'ils n'ont plus mené la bataille des idées, parce qu'ils n'ont plus été capables de se dire que la métapolitique, que les symboles, que l'idéologie, tout ça, ça devait être travaillé sérieusement. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu dans un parti politique, parce que j'en ai fréquenté quelques-uns avant qu'on lance les Nouveaux Démocrates, véritablement du travail de fond idéologique et autres. Alors, nous, on est modeste, on est petit, mais c'est vrai qu'on essaie de s'astreindre à ça, de plutôt emmener notre mouvement dans cette direction. Et je pense effectivement, pour terminer là-dessus, que oui, il faut absolument que la gauche se ressaisisse de cette bataille idéologique, qu'elle recomprenne l'importance des idées. Peut-être qu'à un moment, vous savez, la gauche, elle a voulu, voilà, elle s'est dit, il faut qu'on fasse pro, quoi. Donc on va faire l'ENA, on va faire... Tout ça, c'est très bien. Mais si ça se déconnecte du champ idéologique, si ça se déconnecte du terrain, eh bien, ça ne mène finalement qu'à de la gestion qui est un peu moins juste que la gestion des autres, mais plus à transformer le monde et la société. Et c'est ça le but de la gauche. Alors en plus, moi je rajouterais qu'à un moment donné, une partie de la gauche s'est dit finalement ça ne sert à rien qu'on porte le combat pour les classes populaires, pour l'égalité des droits, pour la justice sociale, parce que les classes populaires, elles sont acquises au Front National. Elles sont parties de la gauche, du Parti communiste, vers l'extrême droite. Alors moi, je pense que ce n'est pas du tout vrai, que bien évidemment, les classes populaires et les classes moyennes en France, elles n'ont pas envie de sombrer dans les extrêmes, et notamment dans l'extrême droite, avec toutes les idéologies racistes qu'il y a derrière. Au contraire, elles attendent une gauche humaniste, une gauche qui travaille réellement sur leurs conditions de vie au quotidien, du concret. La différence entre les droits inscrits dans les lois et puis les droits réels, hein, l'égalité réelle. Aujourd'hui, on n'y est pas. On a des reculs dans un certain nombre de métiers, de situations. On a une paupérisation qui s'est développée dans notre pays. Bon, il y a eu les conditions économiques qui ont créé le chômage de masse, etc. N'empêche qu'on arrive quasiment à 10 millions de pauvres en France, hein, donc des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est extrêmement grave. Et on ne peut pas se satisfaire de se dire « Ah, ben, je vais recruter 6 énarques issus de la diversité culturelle et ça va changer la France ». C'est faux, c'est absolument faux. Ça ne changera pas de cette manière-là. Il faut changer. L'intelligence collective, elle viendra des travailleurs, de nos concitoyens, de la société civile, et c'est eux qui ont des idées pour réformer. Je vous donne un exemple. Dans le Ségur de la santé, on a un gouvernement qui a lancé le Ségur de la santé. Il a tout médico-centré, voilà. Il a complètement oublié les professions paramédicales, alors que tout le monde disait « Mais attendez, vous ne pouvez pas faire un segment sans faire les autres, et réorganiser la santé, c'est aussi revaloriser les autres professions, etc. » Ça venait du terrain, et tout le monde le disait sur le terrain, sauf qu'au gouvernement, personne n'écoutait ça. Moralité, au bout d'un an de Ségur de la santé, moi ce que je vois sur un territoire comme le mien, où moi je suis députée de la Meuse, donc territoire rural, eh bien j'ai des directeurs d'EHPAD qui sont en panique parce que les aides-soignantes s'en vont, quittent ces métiers. On a 30 000 infirmières en France qui font un autre métier, parce que les métiers sont trop durs, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils sont plus attractifs et que du coup les personnels sont sous tension. C'est ça la réalité du monde du travail. Et je vais vous dire, c'est la réalité du monde du travail à l'hôpital, dans la police, dans la justice, dans beaucoup de nos secteurs publics, même au ministère des Finances, c'est la même chose parce qu'on a supprimé tellement de postes de fonctionnaires. Il faut savoir quand même que pendant les années 2000, c'était la droite qui était au pouvoir. Hein. La droite, elle a supprimé énormément de postes dans la fonction publique. Elle n'a pas fait un seul euro d'économie budgétaire sur les salaires. Parce qu'en plus, ils ont acheté la paix sociale en mettant plus de cadres qu'avant, etc. Mais l'effet de tout ça, ça a été une dégradation non seulement du service public, et ça, les Gilets jaunes nous l'ont bien rappelé, qu'ils en avaient marre qu'on leur ferme leur service public partout en France, mais ça a été aussi une dégradation des conditions de travail extrêmement grave. Et quand les policiers manifestent, etc., mais aussi, le mécontentement, il vient aussi de leurs conditions de travail. 12 ou 13 000 postes de fonctionnaires de police supprimés sous Sarko. Voilà, et en fait, une fois qu'on détruit du service public, c'est très difficile de le reconstruire. Le problème, c'est que le service public, c'est non seulement les fonctionnaires,
mais c'est le service à la population. Donc tout ça va ensemble. Et franchement, aujourd'hui, je pense qu'on ne réformera pas uniquement en traitant le problème des élites en France. Il faut le traiter, ça c'est sûr, mais il faut aussi redonner le pouvoir au peuple, c'est bien ça le but de la démocratie, c'est pour ça qu'on s'appelle les nouveaux démocrates, et écouter ce que nos concitoyens ont à nous dire, notamment en termes de solutions. J'ajouterai juste un tout petit mot là-dessus. Moi, je suis parfaitement d'accord sur le fait que ce n'est pas qu'une question de diversité des élites, que la dignité de tous doit être au centre de nos combats et que le pouvoir doit être mieux partagé. J'ajouterai juste une chose, c'est que même la manière dont aujourd'hui la diversification de ces élites est produite et construite est complètement factice. Moi, en une phrase, je pense que dans ce pays, la méritocratie n'existe pas. Je pense que quand on veut, on ne peut pas. C'est pas quand on veut, on peut en France, non, c'est quand on veut, on ne peut pas. Il y a plein de gens qui veulent, ils ne peuvent pas, en fait, parce que c'est faux, parce qu'ils n'ont pas les bons réseaux, parce qu'ils ne sont pas dans les bons endroits, parce que les écoles sont complètement pipées. Vous savez, il y a Thomas Piketty qui vient d'écrire des choses intéressantes sur la gauche brahmane et qui vous montre très bien comment, en fait, une école publique qui est bien placée dans un certain secteur aisé avec la carte scolaire, elle a 3 fois plus de moyens qu'une école qui est ailleurs. Comment ça se fait, ça ? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Une école privée, à la limite, je peux comprendre, mais ça, comment ça se fait? Que les grandes écoles, c'est aussi beaucoup plus d'argent que l'université, etc. Donc la méritocratie n'existe pas. Donc même ce parcours d'ascension sociale qu'il faut aussi pouvoir promouvoir, même si ça n'est pas l'entièreté d'un projet de société quand on est effectivement dans une gauche humaniste, mais même ça, bullshit. Voilà. Je me réjouis de vos déclarations. Voilà. Bravo. J'ai souscrit totalement. Quels sont vos chevaux de bataille dans ce parti et comment les rôles sont distribués? Bon, chevaux de bataille, je crois qu'on vient d'en donner quelques-uns. Il faut qu'on revienne sur d'autres. Alors, bon, on essaie quand même d'adresser un peu tous les champs des politiques publiques. Faire de la politique, c'est se donner les moyens de changer le réel. Et comment on le change? Par des projets de loi, etc. Et donc, il faut un programme politique. Alors, un programme politique qui vise aussi bien à réformer l'État, parce que ce que vient de dire Aurélien là, la réforme de notre démocratie, elle se fera aussi par la réforme des administrations, de l'administration. Donc ça, je vous l'ai dit, il faut absolument revoir complètement le fonctionnement de tout ça, mais en partant du terrain, des observations, quelles sont les missions à accomplir, etc. Et qu'on sorte d'une espèce de culture d'objectif qu'on a collé à une bureaucratie, ce qui donne une espèce de monstre. En fait, on a collé des méthodes managériales à une bureaucratie à la française. Ça a donné un monstre administratif qui ne sert qu'à remplir des objectifs complètement fictifs, déconnectés des réels besoins de nos concitoyens. Donc, nos concitoyens, en fait, finalement, ils se disent, mais nos besoins, on ne les prend jamais en compte. Et puis, les fonctionnaires eux-mêmes se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à accomplir les missions pour lesquelles ils ont été formés à la base. Donc, il y a une grande réforme de l'État à mener, une réforme des administrations, pour qu'elle colle beaucoup plus aux nouveaux besoins de nos populations. Moi, je travaille plus particulièrement aussi sur les sujets de redistribution, mettre en œuvre des outils de justice fiscale et sociale. Donc là-dessus, il y a un champ quand même assez important à creuser. Et ce n'est pas uniquement aller rechercher l'ISF, même si on a des propositions sur l'impôt sur la fortune, pour en tous les cas remettre au moins dans l'ISF les biens qui étaient dits non productifs, et notamment tous les comptes courants, etc. Mais au-delà de ça, il y a des problèmes beaucoup plus structurants et avec des enjeux bien supérieurs, notamment sur les sujets que je traite depuis des années, sur la fiscalité des multinationales, sur l'optimisation fiscale de masse. C'est un problème tellement important que l'OCDE, le G20 et le G7 s'en sont saisis depuis des années. Pourquoi? Parce que le dumping social et fiscal, il pousse à la délocalisation, il pousse à les produire à l'autre bout du monde. Ce qui est catastrophique, d'une part, en termes de création de chômage de masse chez nous, en Europe, et puis sur un plan plus écologique, on peut se poser la question de la cohérence de tout ça. On a une espèce de surconsommation des richesses naturelles et des ressources naturelles qui, du coup, tout ce système dysfonctionne. Alors, on l'a vu là avec la crise sanitaire, où en plus, on s'est mis en péril au point de vue de notre souveraineté, alors la souveraineté pharmaceutique, souveraineté au point de vue du matériel médical. Donc, tout ça, il faut travailler à le changer. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on décide de mettre fin à nos accords commerciaux où on se referme. On n'est pas du tout dans une démarche souverainiste de renfermement. En revanche, faire en sorte que l'Europe, elle ne porte pas uniquement un marché commun,
travailler. L'Europe, elle s'est construite là-dessus, c'est-à-dire ouvrir les frontières pour créer un marché commun, et les règles du droit de la concurrence européen étaient là pour détruire les monopoles nationaux. Aujourd'hui, on n'en est plus là, les monopoles nationaux, c'est bon, ils ont été traités. En revanche, il faut absolument porter un autre projet pour l'Europe. Donc ça fait partie de nos propositions. Un projet, évidemment, de lutte contre le dumping fiscal et social au sein de l'Europe. Il faut de l'harmonisation à ce point de vue-là. Mais au-delà de ça, il nous faut aussi un projet politique pour l'Europe. L'Europe, quoi qu'on en dise, on la critique beaucoup. Nous, on la critique aussi par l'absence de régulation au sein de l'Europe. Mais ça reste quand même une zone de paix qui est stabilisée depuis des années. Il faut absolument promouvoir ça, la consolider. Nous, on est pour la consolidation de l'Europe, mais une Europe qui protège beaucoup plus. Donc voilà, par exemple, quelques propositions qu'on fait. Ça, c'est des sujets extrêmement importants, et notamment la première chose qu'a évoquée Émilie sur ce monstre bureaucratique, parce qu'en fait, c'est quoi le problème? C'est qu'on a des gens qui aujourd'hui nous disent on paye beaucoup d'impôts, et en plus, on a l'impression que nos services publics, l'école de nos enfants, l'hôpital et tout ça, c'est pas si formidable que ça. On a quand même une école française, on en a parlé un petit peu juste avant, qui est parmi les plus inégalitaires, etc. Donc c'est extrêmement important, même si ça peut paraître un peu technique, etc., de s'attaquer à ce sujet en profondeur. Le fait qu'on ait ce monstre bureaucratique avec, en gros, beaucoup d'argent public, donc nos impôts, qui est mis pour que des gens soient là à essayer de remplir des objectifs fictifs plutôt qu'être sur le terrain à apporter des réponses concrètes en termes de santé, d'éducation et autres, c'est un énorme problème. Sinon, on tourne toujours autour de la même chose. Gauche, droite, il faut baisser, augmenter les impôts, augmenter le nombre de fonctionnaires. Mais non, mais ça, on ne rentre pas dans le fond des sujets. Donc nous, on pense qu'il faut rentrer dans le fond des sujets, qu'il faut regarder en profondeur comment fonctionne l'État, comment on peut sortir de ce monstre-là et comment on peut redonner du sens au service public, dont Émilie disait à juste titre que les gens se demandent pourquoi on les ferme dans leurs différents territoires. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Sur l'Europe, moi, je suis tout à fait d'accord aussi parce que je considère qu'on a besoin d'avoir un horizon qui est un horizon dans ce monde de plus en plus conflictuel, un horizon de paix, un horizon où les peuples vivent ensemble. Et puis après, il y a toute une série de sujets qui sont liés à la lutte contre les discriminations notamment. On a le combat antiraciste chevillé au corps dans ce mouvement, et on sait qu'en France aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas traité, donc on propose des choses assez concrètes, par exemple de faire de la discrimination dans l'emploi un délit pénal, la discrimination raciale je parle, de créer un ministère entièrement chargé de la lutte contre les discriminations, d'interdire les contrôles d'identité préventifs. On est le seul pays au monde où des policiers peuvent vous attraper dans la rue comme ça, bonjour monsieur, donnez-moi votre carte. Mais pourquoi on me contrôle? Ça n'existe nulle part ailleurs, ça. Et donc ça discrimine, ça fait reculer nos libertés. Et donc on veut effectivement avoir cet horizon de justice sociale, de service public plus important, cet horizon de paix dans le monde, et aussi de recul très concret de ce qui peut discriminer les uns ou les autres et de ce qui peut réduire les libertés en France. Voilà. Sur le fonctionnement du mouvement, je crois qu'il y avait une question, on n'a peut-être pas répondu là-dessus. Alors, c'est très simple, au Nouveau Démocrate, vous adhérez, ensuite on vous contacte, le référent local vous contacte, vous pouvez participer à des réunions sur les sujets qui vous intéressent, vous pouvez participer à des réunions avec nous, les coprésidents, avec les porte-parole du mouvement, avec ceux qui s'occupent de son fonctionnement au quotidien, le secrétariat général et autres. Donc voilà, on essaie d'être le plus souple et simple possible, parce que moi j'ai trop vu aussi les partis politiques qui créaient des monstres bureaucratiques et administratifs qui finalement faisaient que les gens se disaient mais qu'est-ce que je fais là-dedans et comment je peux apporter quelque chose et comment je peux apporter ma pierre à l'édifice. On arrive doucement mais sûrement à la fin de cette émission. J'ai encore une ou deux questions à vous poser et j'aimerais revenir sur ce que tu disais avant, Aurélien, sur le concept de méritocratie. Comment, philosophiquement comme politiquement, réinstaller de la méritocratie en France? Comment rééquilibrer les cartes? Comment arriver à une société équilibrée? Alors déjà, je pense qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation et l'éducation nationale. Alors déjà le primaire, parce que ce qu'a dit Aurélien est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une répartition de l'effort public sur l'éducation qui est très mal répartie, qui est beaucoup sur l'enseignement supérieur et encore pas tout l'enseignement supérieur, puisque les facultés, on le voit, les facultés et la recherche aujourd'hui manquent cruellement de moyens, mais le secondaire est mieux traité que le primaire, etc. Alors, moi, je pense que... Et d'ailleurs, le primaire en France, par rapport aux autres pays de l'OCDE, on voit qu'on a des enseignants qui sont moins bien rémunérés, etc. Or, là aussi, il faut être attractif, motiver les gens à venir et travailler avec conviction dans ces métiers-là. Donc, remettre le paquet sur l'éducation, revoir aussi certaines méthodes éducatives. Moi, je suis toujours un peu triste de constater que le collège, il n'a pas beaucoup évolué depuis mon époque, quasiment. Et je pense que là, il faut qu'on ait un accompagnement personnalisé. Parce que lutter justement contre la reproduction sociale, parce que c'est ça que dit Aurélien quand il dit, en fait, la méritocratie ne fonctionne pas en France.
elle a pu fonctionner. À un moment donné, on a réellement sorti des gens de leurs conditions pour leur faire connaître l'ascenseur social, c'est-à-dire aller vers des métiers plus qualifiés, etc. Aujourd'hui, cet ascenseur social est en panne, mais ça fait 20 ans qu'on le dit, c'est pas un scoop. Et donc ça veut dire qu'il faut, si on a su le faire à un moment donné, sortir des enfants qui étaient issus de familles très populaires, parfois qui ne parlaient pas français, et je ne parle pas du tout des immigrés, je parle notamment des Bretons, quoi. On les a sortis de leurs conditions, des patois, voilà, et voilà. On peut le refaire avec une volonté éducative très forte, et notamment dans les propositions qu'on porte. On pense qu'il faut un accompagnement beaucoup plus personnalisé au collège, avec des cours de soutien systématiques, que chacun ait un soutien personnalisé en fonction de là où il a un besoin particulier. Pour essayer de tirer tout le monde vers le haut, mais de ne pas laisser les élèves comme ça, seuls. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui? C'est que les classes aisées, elles payent des cours particuliers à leurs enfants, et puis les autres, finalement, ils se débrouillent. Donc ça, c'est pas l'idée qu'on se fait, en tous les cas, de notre démocratie redistributive et égalitaire. Donc je pense que le socle, c'est déjà l'éducation. Moi, je pense que c'est l'éducation, comme vient de le dire Émilie, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Et puis peut-être la question des territoires et du logement, cette fracture territoriale. La méritocratie, elle est aussi beaucoup liée à ça. En fait, en réalité, tant qu'il y aura des ghettos de pauvres, des ghettos de riches, des ghettos de blancs, des ghettos de noirs, des ghettos tout court, on aura énormément de mal. Et effectivement, vous avez quand même quelque chose qui s'installe à partir de ça, parce qu'en plus, le truc est pervers, c'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens. Vous naissez quelque part, vous y restez et vous allez donc à l'école avec ceux qui... mais ceux qui ont les moyens, eux, envoient leurs enfants ailleurs. Quand vous êtes à l'échelle d'une ville qui est un petit peu une grande ville ou autre, la carte scolaire fait que vous êtes obligé de mettre vos enfants dans les écoles qui sont à côté de chez vous. Et donc, si les riches sont dans des quartiers de riches, ils mettent les enfants entre eux, etc. Donc, il y a évidemment une question éducative centrale. Et puis, il y a aussi quelque chose à réfléchir sur la manière dont on va repenser l'aménagement du territoire, le logement, dans la manière dont on va effectivement faire vivre les Français ensemble pour qu'on ne soit pas dans des inégalités aussi fortes que celles qui peuvent être celles qu'on connaît aujourd'hui et qui bloquent la méritocratie. Vous naissez effectivement à Neuilly-sur-Seine et à très peu de catégories populaires là-bas, mais le peu qu'il y en a, déjà, elles ont plus de chances que ceux qui sont dans le petit village d'où moi je viens ou dans certaines villes plus populaires. Donc oui, l'éducation et cette question des... je ne sais pas comment l'appeler, mais des territoires, du logement, de la ville, de la vie ensemble, qu'il faudra aussi regarder si on veut vraiment sortir des choses qui nous emprisonnent. Alors ma dernière question sera une question d'avenir. On voit bien que la Ve République arrive au bout de son histoire, l'exercice solitaire et autoritaire, d'après certains, du pouvoir commence à en gaver plus d'un. Est-ce que vous seriez pour la création d'une 6e République, comme de plus en plus de personnalités politiques appellent à sa création? Moi, je pense que la question du chiffre, elle n'est pas forcément la plus importante. Je ne sais pas ce que tu en penses, 5e ou 6e, pour nous, ce n'est pas tellement le sujet. 87e République. On a plein de propositions là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce que moi j'avais appelé le césarisme technocratique, par exemple, on y mette fin. Césarisme technocratique, c'est quoi? Césarisme, c'est un type qui décide de tout seul, César, et technocratie, c'est cette fameuse bureaucratie folle dont on parle depuis tout à l'heure. Donc il s'appuie, lui, monsieur, je décide tout seul, sur cette bureaucratie folle, et voilà comment la France est dirigée. C'est pas terrible quand même. Tous les gens dont on parlait tout à l'heure, là, les personnels de santé, de terrain, les collectifs, tous ceux qui font tourner ce pays, ils ont le droit à la parole quand là-dedans. Et puis nous, les parlementaires aussi, parce qu'on a quand même été élus pour ça, les représentants de la nation. Donc effectivement, nous, on propose de renforcer les droits du Parlement, supprimer l'article 40 de la Constitution, rattacher la Cour des comptes au Parlement, faire la proportionnelle, réformer effectivement la manière dont les fonctionnaires sont formés. Je ne sais pas si tu en vois d'autres, des propositions et ce qu'on pourrait faire pour rendre cette République plus démocratique. Déjà, le fait de renforcer les pouvoirs du Parlement peut aussi changer la donne. Moi, j'ai eu dans mes fonctions l'occasion d'aller dans beaucoup de pays européens pour faire des négociations communautaires. Et en fait, je me rendais compte que finalement, en France, c'est le gouvernement qui décide tout seul. Il va négocier les traités, les directives, etc. Et une fois que tout est ficelé, hop, il balance son texte devant le Parlement et signé, il n'y a plus rien à modifier. Dans une démocratie parlementaire, le gouvernement va négocier ses lignes de négociation devant son Parlement. Et c'est le Parlement qui décide.
Ça, déjà, ça change complètement la donne. Si tu me permets, ça change en plus la donne. C'est très important ce que dit Émilie, parce que beaucoup de choses sont décidées au niveau européen. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très Et je important. dirais même que ça sabrerait aussi une des origines du Front National, enfin de l'affection qu'ont les gens pour le Front National ou le Rassemblement National aujourd'hui. C'était cette critique de l'Europe technocratique, etc. Or, si on démontre que c'est le peuple qui décide par un système parlementaire des lignes de négociation européennes, on ne peut plus dire c'est l'Europe, c'est etc. Non, voilà. Donc c'est très important aussi je pense que déjà renverser ce pouvoir, donner plus de pouvoir aux représentants du peuple. Alors après, on peut aussi avoir une troisième chambre qui représente les citoyens. Nous, c'est ce qu'on propose aussi. Faire porter aussi des projets de loi d'origine citoyenne, c'est-à-dire des propositions de loi qui sont portées par X milliers de citoyens et qui après sont présentées au Parlement de manière automatique. Enfin, honnêtement, nous, on reçoit énormément de personnes qui ont des idées très constructives dans tous les domaines. Et donc ça, toute cette matière-là, il faut absolument qu'on arrive à la porter dans les urgences législatives, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et là encore, dernier exemple, moi je vous le dis, enfin je ne sais pas Aurélien, mais moi quand j'étais en cabinet ministériel, j'étais la seule qui n'était pas haut fonctionnaire, je n'étais pas énarque, je n'étais pas polytechnicienne, j'étais la seule. Et j'étais même une des rares à avoir fait ces études en province, c'est-à-dire en dehors de Paris. Moi j'avais fait des études de droit de Sciences Po à Bordeaux, ils venaient tous des mêmes écoles, des mêmes lycées, même parfois ils se connaissaient depuis la maternelle. Donc c'est vous dire l'endogamie aujourd'hui de la caste qui est au pouvoir en France. Je crois que ça résume assez bien pourquoi on a fait ce mouvement politique tous les deux. Effectivement, moi aussi, en cabinet ministériel, j'étais le seul à ne pas être passé par le grand sérail. On a vu de l'intérieur de l'État, nous, comment ça fonctionnait. On est élus, on sait comment on peut changer les choses. Et c'est peut-être à ça qu'on peut un tout petit peu aider les gens, mais on veut aussi entendre leurs propositions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait ce mouvement. Et c'est pour ça que, peut-être pour ceux qui nous regardent, je les invite à nous rejoindre aux Nouveaux Démocrates. Peut-être ils connaîtront un petit peu mieux le mouvement après cette interview. Et en tout cas, ils connaîtront certainement mieux les convictions et le parcours de ceux qui ont voulu le fonder et pourquoi. Eh ben, cet échange fut un plaisir. Merci infiniment. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se dise à bientôt. À bientôt. À très Monia. bientôt.